j'ai le pub. Ah oui, c'est vrai. Vieux man, non. Vieux man. Donc troisième génération de Fassbinder. Est-ce que je vous explique le film? Ou alors est-ce que je laisse Vieux man le faire? En vrai, mon petit plaisir, vu que j'ai vu le film, c'est quand même de vous en parler. Le film était bien. Ouais, c'était un film à réessayer, quoi. Pas jamais une bête de plateau, mon tant pis. Quoi? Une bête de plateau? Et qu'est-ce que t'en sais, toi? C'est comme si tu t'inscrivais ton gosse à l'accordéon. Bon, t'inscrivais ton gosse au piano. Et au bout de 2 mois, tu t'es en mode « Ah, toi, tu seras jamais un bon pianiste. » Enfin, t'es malade. Le pauvre Usul, il vient d'arriver. Explique le film, s'il te plaît. Ok. Alors, j'explique avec mes termes. Après, Vieux man, il va utiliser ces termes, vous allez voir. En gros, il y a au début, il y a un patron, il a une secrétaire, et la secrétaire, elle passe un coup de fil en disant... elle dit le titre d'un bouquin de Schopenhauer. Et en fait, c'est un mot de reconnaissance avec plein d'autres personnages. Et en fait, c'est un peu des étudiants mentaux, des gens genre un peu on est jeunes, on fait un peu la fête. En fait, c'est un peu Friends. Vous voyez Friends, la série genre en fait, c'est les personnages de Friends qui veulent faire un attentat, mais on sait pas pourquoi ils veulent le faire et on sait pas si juste ils veulent faire ils veulent faire péter des bombes. Et ils se retrouvent dans des appartes où ils baisent entre eux et il y a des agressions sexuelles parce qu'on est dans les années 70. Et à la fin, ils décident ils font un braquage de banque et ils décident de kidnapper le patron de la meuf qu'on a vue au tout début. Et sauf qu'à la fin, ils sont tous habillés pour Mardi Gras en clown et machin et ils savent pas s'y prendre. Et du coup, le patron, il s'est fait kidnapper et il fait une vidéo où il est en train de dire bah tout va bien, je suis un otage et tout ça. Et en fait, tout le principe du film, c'est quoi? C'est de montrer dans un côté absurde comique que déjà de 1, les terroristes n'ont pas de motivation claire, alors on sait même pas pourquoi ils font ce qu'ils font, et de 2, la take c'est le capitalisme produit les terroristes, ou en tout cas la qualification de terroriste, parce que le capitalisme alimente son antagonisme au travers du fait qu'il ait besoin d'une figure d'adversité. Et c'est là toute la take que Vieux man va développer. Je le sais, j'ai pas eu besoin de lui demander. Je sais que c'est ça. Je peux redire comment s'appelle le film. Il s'appelle Troisième génération de Fassbinder. Pourquoi Troisième génération? Parce que Fassbinder, c'est un auteur, c'est un réalisateur allemand qui est très très lié à la question de la reconstruction de l'Allemagne et de son passé fasciste et tout ça. Fassbinder, il a fait plein de films et il y en a certains que je vous recommande. Celui-là, c'est un truc très arrêté, un peu bizarre et tout ça. Je pense que Vieux man va bien s'en servir pour faire une analyse, mais je vous le recommande pas parce que bon, voilà. Mais il y a des films de Fassbinder qui sont vraiment bangers sur l'après-guerre, la reconstruction de l'Allemagne, le rapport aux Américains, le rapport aux communistes et tout ça. Et voilà. Et en fait, pourquoi la troisième génération? Parce que le film sort dans les années 79. On est sur la troisième génération d'après-guerre. Génie queer. Oui, enfin, c'est un homosexuel qui s'assume en tant que tel. Bien avant Almodovar qui va être inspiré par Fassbinder. En fait, là, je découvre Fassbinder, mais je me rends compte de l'héritage de ce gars pour Almodovar. En fait, ça se voit. Voilà, en fait, si vous voulez une bonne référence, c'est du Almodovar, mais plus ancien, avec peut-être un côté un peu plus artiste théâtre. Et un Allemand qui parle de questions politiques d'après-guerre et tout ça, voilà. En gros. Voilà. Et donc, le titre, Troisième génération, parle de cette troisième génération de l'époque. Alors, il y avait les années de plomb à l'époque, justement, l'époque Action Directe, Brigade Rouge, toutes les questions, mais aussi l'extrême droite, le Gladio, c'est ça, Glavio, je sais plus. Et après, en Allemagne, je connais moins. J'avoue que bon, les Allemands sont tellement... Mais bon, je me suis moins intéressé à l'Allemagne. Je sais pas, il y a peut-être des gens basés sur l'histoire politique de l'Allemagne. Mais... Gladio, le Glavio, ouais. Wow.
Et qu'est-ce qu'il lui prend? C'est ma réaction quand j'ai du mal à chier. Hein. Et ouah, comme ça, j'ai un petit frisson. Le pendule Regardez-le, il brille. Il brille de mille feux. de Newton est un objet de décoration intérieure. Est-ce que vous croyez qu'il a pris une brochette de viande avec l'effet bioluminescence? Comme ça, quand il est dans les catacombes, là, dans les profondeurs, il brille un peu. C'est un peu le même effet que dans Zeldo. Voilà. C'est ma seule ref Zeldo en ce moment. Le pendule de Newton est un objet de décoration intérieure composé de 5 billes métalliques de même masse, suspendues par 2 fils à 2 barres rigides. Lorsqu'on lance une bille d'un côté du pendule, de l'autre, une autre bille se met en mouvement. Lorsqu'on en lance 2, 2 billes se mettent en mouvement. Son fonctionnement est fondé sur le principe des actions réciproques et de la conservation de la quantité de mouvement et d'énergie. Ah oui, et dans le film, il y en a 4 fois, il y a quelqu'un qui réactive ce truc. Dans le film, il y en a plein des trucs comme ça. C'est une bonne image de l'humanité, tiraillée entre sa volonté d'obéir à la loi et son désir de transgression. C'est la fausse alternative entre le démiurge et le diable chez les gnostiques. Ah, on va parler des gnostiques, quel plaisir. C'est vrai que c'est l'un des sujets où il est le plus calé. Hein. D'un côté, les humains obéissent aux prêtres, aux chefs d'État, aux juges, aux policiers, aux professeurs, à leurs parents. De l'autre, ils sont séduits par des gangsters, des dealers, des arnaqueurs, des chefs de bande et des pervers. Ils ont d'une part des règles de vie imposées d'en haut, et ces règles de vie engendrent de la tristesse, parce qu'elles font d'eux de bons élèves, des citoyens responsables, des enfants soumis. D'en bas, on leur propose des licences et on leur suggère des intensités. Et ces intensités créent de l'accoutumance, de la dépendance et du besoin. À leur tour, elles engendrent de la tristesse, parce qu'elles font des êtres humains soit des victimes, soit des bourreaux, responsables du malheur d'autres victimes. Eh oui, c'est comme ça que tu te retrouves avec des fils de bourges qui s'encanaillent sur du joule et qui prennent de la coke en soirée. Mais après, devant papa, quand il s'agit de parler de son école d'ingé, ça fait le fier, ça fait le coq. C'est cet imaginaire-là dont il parle. Après, pas que pour les petits bourges, hein, pour toutes les classes sociales, il y a toujours un peu de ça. Le gnostique du IIe siècle disait déjà tout ça. L'âme souffre, jouet et esclave de la mort. Attendez, je vais vous enlever le chat, comme ça on lira mieux. Merde, c'est là, oui. Tantôt investie de la royauté, elle jouit de la lumière. Alors ça va être très mystique, hein, les gnostiques. Hein. Il faut une mise en contexte, mais même moi j'ai du mal à comprendre un peu les textes, les interpréter, c'est dur. Hein. Tantôt, précipitée dans le malheur, elle pleure. Tantôt elle se réjouit et tantôt elle pleure. Tantôt elle pleure et tantôt elle est jugée. Tantôt elle est jugée et tantôt elle meurt. Tantôt, enfin, elle ne trouve plus d'issue. Âme infortunée, ses courses errantes l'ont amenée dans un labyrinthe de malheur. Et je crois que c'est Jésus qui dit ça. Hein. Le pendule de Newton est également une assez bonne image des relations entre le capitalisme, le terrorisme et la police. Lorsqu'on lance une action terroriste d'un côté, de l'autre, une action policière se met en mouvement. Le tout permet de conserver la quantité de mouvement et d'énergie nécessaire à la survie du capitalisme. Sur le terrorisme, on n'a jamais fait mieux que Rainer Werner Fassbinder, ouvrant son film La Troisième Génération, dans le brouillard sonore de bandes audio superposées, avec un commissaire de police disant à un magnat de l'industrie « J'ai fait un rêve récemment. » Ah oui, ce moment-là, c'est le moment très important du film pour sa take. Hein. Le capitalisme avait inventé le terrorisme pour contraindre l'État à mieux le protéger. Très drôle, non? Oui, c'est très drôle. Et les personnages, ils se mettent à rire en mode « Ah ah ah, ça serait vraiment très bête que ça soit le cas ». Il est quand même le cas. C'est pour ça que j'ai envie de parler des années de plomb en Italie. Parce que même si nous la vivons dramatiquement, il ne faut jamais perdre de vue que la vie, toute cette vie, est une comédie. Mais c'est aussi un rêve dont on doit se réveiller. Bienvenue dans la fin du film, épisode 7, la troisième génération de Rainer Werner Fassbinder. Les films nous regardent pour que nous commencions à vivre. Oh, let's go, je suis hypé, let's go. Vieux man vendredi. Let's go. La troisième génération s'ouvre sur une image de l'église du souvenir à Berlin. C'est une église construite à la fin du 19e siècle, conçue pour littéralement dominer la ville. Bombardée à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces ruines ont été conservées et complétées par un nouveau bâtiment en mémoire des destructions causées par le Troisième Reich. Mais à mesure que je pouvais pas le savoir en voyant. Le générique avance, nous comprenons que celle-ci est vue depuis un bureau. C'est vraiment une méta, genre c'est vraiment, mettez-vous dans l'optique pour comprendre ce qui se passe, que c'est vraiment un cinéaste qui est très marqué par cette question de la reconstruction de l'Allemagne d'après-guerre, de la culpabilité, le poids des vieux fascistes qui se cachent et qui en même temps sont au repas de famille, qui disent des bêtises.
les enfants qui cherchent, qui en même temps savent que le monde entier leur en veulent, et en même temps, je sais pas, ils ont des rêves, et puis je sais pas, c'est les États-Unis, parce que c'est un pays vaincu, donc il y a des prérogatives, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire. C'est un pays, ça a été un pays sous tutelle qui s'est relevé plus vite que d'autres, mais... Qui est placé bien plus haut qu'elle. L'église du souvenir ne domine plus Berlin. Ce qui domine, c'est le bureau d'un PDG d'une compagnie d'informatique. C'est une image qui doit être entendue d'un point de vue allégorique, mais c'est aussi une manière de faire entrer la fiction dans le film que nous nous apprêtons à voir, voire même la science-fiction. D'autant plus que le titre et les crédits sont rythmés sur un mode stroboscopique, avec un son répétitif imitant le battement d'un cœur lors d'une opération chirurgicale, et des sons de synthétiseurs qui évoquent le cinéma de science-fiction. Ah oui, c'est vraiment expérimental. Pour vous dire, en fait, le titre clignote, et il y a du texte qui clignote, et donc c'est hyper dur à lire parce que ça clignote, mais heureusement, moi j'avais des traductions qui bougeaient pas. C'est volontairement le début du film, genre on dirait qu'il veut te perdre un peu. Le film se présente ainsi. Une comédie sur des jeux de société, pleine de suspense et de logique, d'horreur et de folie, comme les contes que l'on raconte aux enfants pour les aider à supporter leur vie jusqu'à la mort. Le générique laisse également apparaître une dédicace énigmatique, dédiée à un vrai amant, comme à aucun probablement. Celle-ci est suivie d'une citation d'Helmut Schmidt, alors chancelier de la RDA. « Je ne peux que remercier les juristes allemands dans cette affaire. Il s'agit du raid antiterroriste de Mogadiscio, et peut-être d'autres choses au-delà de Mogadiscio, de ne pas avoir instruit selon le droit constitutionnel. » Ah ouais, c'est là, moi l'Allemagne je connais pas, mais le bail de Mogadiscio je connais pas. Peut-être il y en a certains qui connaissent, mais... L'histoire allemande, je connais pas bien. Un extrait d'un entretien accordé par Schmidt au Spiegel en janvier 1978. La remarque entre parenthèses n'est pas du chancelier. Elle est sans doute de Fassbinder lui-même. Enfin, les informations sont données à grande vitesse alors que nous sommes immergés dans un environnement sonore composé d'une multitude de musiques simultanées, dont celle du Diable probablement de Robert Bresson, qui est diffusée sur une télévision reliée à un magnétoscope. Ah oui, il y a un truc très constant dans le film, c'est que quasiment les 2/3 du film, après, au fur et à mesure, ça disparaît, mais quasiment les 2/3 du film, quand les personnages parlent, quand il y a une scène, il y a quasiment toujours derrière un son de télé, de radio ou d'un CD, ou même pas de la musique, c'est juste un flot de paroles en fond, en mode, en fait, on est en 79, hein, l'informatique ça se développe à peine, la télé, les grands médias, on est matrixé à l'époque par ça, il y a un Minitel là sur la table. Et ça commence tout ça, donc en fait il y a aussi ce truc-là, cette question-là. Et d'ailleurs les personnages parlent d'Internet, de ce que ça va pouvoir permettre et tout ça. On voit d'ailleurs bien en évidence 2 écrans, une télévision qui montre le film de Bresson et un ordinateur. Le cinéma, l'informatique. 2 forces qui s'opposent, mais s'opposent-elles? Je sais pas si elles s'opposent vraiment à l'époque. Je sais pas. Le film se passe à Berlin-Ouest en hiver 78-79. P.J. Lurtz, le PDG d'un groupe informatique spécialisé dans la surveillance, fait face à une crise importante dans les ventes de ses ordinateurs. Au téléphone, il explique. Merde, putain, attendez, je vais enlever la barre de dons. De toute façon, vous donnez jamais d'argent. Est-ce que j'ai besoin d'afficher cette putain de barre de dons? Voilà, je l'enlève. Hein. J'ai compris ma leçon, hein, c'est tout. Hein. Téléphone, il explique. Jedenfalls will Bonn gerade jetzt keine neuen Aufträge für Computer erteilen. Und zudem hat es in Deutschland in letzter Zeit absolut keine neuen Terroraktionen gegeben. Wenn ich das Leben verliere, würde ich alles das verlieren. Keine Verkaufsargumente also. Le film va montrer comment tout cela va changer. On découvre la cellule terroriste annoncée dans le titre du film, la 3e génération. Il y a Rudolf, qui travaille dans un magasin de disques et a recueilli chez lui Ilse, une héroïnomane perdue. Oui, alors, en gros, il se sert d'elle pour être dans une planque parce que si la police s'intéresse à eux... Alors là, on parle du début de la cellule terroriste. Donc là, ce premier gars, il est dans la cellule terroriste. Et en fait, il loge chez cette meuf, et vu que c'est une héroïnomane, il se dit que de toute façon, les flics, quand ils vont voir des gens rentrer chez elle, c'est pour se piquer, quoi. Ils vont pas aller fouiller, ils savent très bien que c'est une crack house, quoi. Donc il joue là-dessus pour se protéger. Il y a Edgar, le fils d'un commissaire de police cynique, Gerhardt. Voilà, et ça c'est un autre personnage de la bande. Il y a Suzanne. Elle, c'est la meuf du patron, enfin la secrétaire. La femme d'Edgar, qui est également la secrétaire de Lurtz et couche avec Gerhardt, le père de son mari. Bon, il y a beaucoup de personnages, au pire on s'en branle. Hein. Si on comprend pas les relations, on s'en fout. Hein. C'est juste, voilà, c'est une bande de terroristes. Il y a Petra, une femme au foyer en guerre contre son mari banquier. Oui, les femmes se font abuser sexuellement très souvent. Hilde, une professeure d'histoire. Ils seront rejoints par Paul, un tireur d'élite, et par Franz, le fiancé d'Ilse, un ancien militaire désormais sans emploi. Cependant, il rejette avec mépris l'ami de Franz, Bernhard,
qui se trouve être le seul parmi les personnages du film à étudier sérieusement la pensée anarchiste. Oui. Leur leader... En gros, il y a ce personnage qui lit des bouquins et il se fout de sa gueule parce qu'il lit des bouquins, alors qu'en fait on comprend pas du tout pourquoi c'est des terroristes, juste c'est des terroristes. est un mystérieux. Alors, ils ont pas de pensée. Et c'est le seul personnage qui a une pensée et le personnage qui se fait moquer par les autres. Auguste, qui leur confie des missions qu'ils exécutent. Voilà, lui c'est un peu le cerveau. C'est le mec qui vient les voir en mode vous avez une tâche à faire, il faut poser une bombe à tel endroit. Voilà, c'est ça. Bon, après ils ont tous des têtes d'Allemands quoi, pour la plupart quoi. C'est les Allemands quoi, je rappelle, hein, c'est l'Allemagne. Hein. Sans discuter. Pendant 1 heure de film, les apprentis terroristes ne font strictement rien. Ils se retrouvent chez Rudolf, jouent au Monopoly, critiquent le fait que leur hôte abrite une héroïnomane qui ne range pas sa chambre. Ils parlent colifichés, fantasment sur les camps d'entraînement militaires. Et ils baisent. Et se moquent de Bernhardt qui souligne des passages dans ses livres de Bakounine. Et puis soudain, à 1 heure de film, ça s'accélère. Auguste, qui joue en réalité double jeu et a des rendez-vous fréquents avec Lurtz qui fait... Oui, donc Auguste... Voilà, le mec avec ses lunettes, l'allemand, tête d'allemand, celui qui est le plus allemand mental. En fait, il se travestit pour pouvoir aller parler au patron. Ils financent secrètement leur groupe. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le mec qui leur donne des missions de terroristes, bah finalement, c'est le mec qui est en lien avec le patron. Donc en fait, le patron est au courant des missions que ce mec-là donne à des terroristes. Donc en fait, le patron se sert des terroristes. Mais la question, c'est pourquoi ? Bombarde de missions. Ils volent des papiers encore vierges à l'état civil. Puis Auguste envoie la cellule braquer une banque. Il prévient la police que Franz est allé au cimetière visiter la tombe de sa bien-aimée et celle-ci le descend. Voilà, donc à la fin, ils se font tous un peu descendre un à un. Petra part seule à la mairie de Schönberg pour y poser une bombe, mais la police, encore une fois informée par Auguste, elle aussi, bababam, la descend avant qu'elle n'ait le temps de commettre son attentat. Elle meurt. Enfin, les 4 derniers membres encore vivants, Edgar, Hilde, Rudolf et Suzanne, décident par eux-mêmes, sans avoir même besoin qu'Auguste ne leur suggère, de kidnapper PJ Lurtz. Ah oui, ils sont habillés comme ça parce que c'est Mardi Gras. Hein. Pour exiger en échange la libération de tous les prisonniers c'est une fiction, oui. politiques du pays. C'est la bonne idée de Suzanne et d'Edgar, totalement inconscient que l'industriel n'attendait que ça depuis le début. Mais voilà, lui, il était au courant en fait qu'il allait se faire arrêter, donc bon. Pourquoi demande Rudolf, qui n'est pas immédiatement conquis. Parce que c'est ce qui se fait, répond Edgar. Ils enlèvent Lurtz le mardi 27 février 1979. L'industriel peut enfin enregistrer sa vidéo de rançon au milieu des terroristes qui refont maladroitement la prise dans des déguisements de clowns. Mais voilà, c'est Mardi Gras, mais en fait c'est pour souligner le ridicule, parce qu'à la fin c'est quoi l'histoire? C'est le patron qui savait depuis le début qu'il allait se faire kidnapper et qui pense ça en mode stratégie parce que ce qui l'intéresse, je sais pas, c'est de faire du business. Là-dessus c'est peut-être là où j'ai pas bien compris, mais il y a une métapolitique en fait. Et la métapolitique, c'est le capitalisme qui se sert du terrorisme pour justifier sa place en fait. C'est de ça dont on parle. Et donc en fait, lui il est très heureux. Lui il est en mode bah tout se passe bien et les terroristes sont en clown, en personnage de carnaval parce que bah on souligne le ridicule depuis le début. Ils se font manipuler. Il y en a certains ils se font tuer. Enfin c'est de la chair fraîche quoi. C'est une vision du terrorisme comme étant un allié utile, un antagoniste, mais un antagoniste manipulable et un amas de chair fraîche. Il y en a certains, ils se font sauter, d'autres ils crèvent, mais le tout est tout à fait assimilable pour les capitalistes qui peuvent s'en servir et manipuler. Voilà. Le 27 février. Ah oui, c'est dans la continuité d'Usul. Bah, vous comprenez pourquoi je voulais mater Usul avant, bien sûr. 1979. Vous croyez quoi? Vous croyez que si c'est plus facile d'accuser l'extrême droite, l'extrême gauche, c'est précisément parce que l'antagoniste tout choisi, celui qu'on peut assimiler comme antagoniste, c'est l'extrême gauche. Alors que l'extrême droite, c'est plus compliqué, parce que là, il y a eu l'histoire de Macron qui s'est mis face à Marine Le Pen et tout ça. C'est précisément là où je veux en aller. C'est là où je veux aller. C'est que le signal qui est très clair, c'est que quand Darmanin passe son temps à cracher sur l'extrême gauche, ne croyez pas que c'est parce que Sainte-Soline, les flics se sont sentis menacés. Ne croyez pas que c'est parce qu'ils se sont... c'est pas simplement ça. C'est parce que c'est l'ennemi tout désigné. Le capitalisme, le système bourgeois et tout ça peut tout à fait assimiler un adversaire. Tant qu'ils arrivent à créer un narratif, ça ne veut pas dire que cet adversaire ne peut pas les vaincre. Enfin, je veux dire, bon, après, je crois pas non plus que les gens dans la rue, l'intersyndicale, je suis pas sûr non plus qu'on soit dans une méta où on peut les vaincre, mais comment dire, c'est une épine dans le pied du système, mais le système sait très vite se retourner, comme une tortue qui serait capable de se retourner, quoi.
C'est-à-dire que, ok, les manifestants, ok, l'intersyndicale sont capables de mettre le système sur le dos, mais c'est une tortue qui sait très bien se retourner. Et donc elle sait se retourner et elle sait comment faire en sorte que elle va se servir de cette actualité pour créer un antagoniste et pour se légitimer derrière. D'où le discours de les extrêmes se rejoignent, de toute façon le terroriste d'extrême gauche, voilà. C'est Mardi Gras. C'est pas seulement une panique bourgeoise, c'est une adaptation à l'actualité, une manière d'antagoniser aussi, de se servir de ça. Fin de la période de carnaval, l'entrée dans Carême, la période de jeûne. On comprend la symbolique de cette conclusion. Le moment festif du terrorisme est fini. Désormais, la répression et la surveillance policière, assistées par l'informatique, vont pouvoir vraiment commencer. Fin du film. Né le 31 mai 1945 en Bavière, mort le 10 juin 1982 à Munich à l'âge de 37 ans, Rainer Werner Fassbinder a réalisé 41 films en 13 ans, entre 1969 ah oui, c'est énormément de films, hein. Parfois plusieurs par an. Et 1982, parmi lesquels des téléfilms en plusieurs parties, voire carrément 2 feuilletons de respectivement 5 et 14 épisodes. Si on ajoute 2 courts-métrages réalisés en 1966, l'ensemble de son œuvre filmée représente près de 93 heures de cinéma. Ce qui en fait, sinon un des artistes les plus prolifiques de toute l'histoire du cinéma, un des plus rapides et des plus affamés. Le côté stratégique chez Darmanouche, j'ai un peu de mal à me le figurer, mais en fait, comment dire, la stratégie, c'est juste que Darmanin, surtout lui, en étant aux commandes de l'intérieur, lui, il se sent pas menacé, quoi. Enfin, le cordon de flic tient. Croyez pas qu'il stresse, hein. Lui, il n'est pas en stress. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont en stress au sein du gouvernement ou des proches du gouvernement, des grands bourgeois avec qui ils peuvent discuter, tout ça, oui. Mais Darmanin, non. Darmanin, pour le coup, il garde la tête froide. C'est pour ça que c'est quelqu'un de très menaçant, hein. Politiquement, il est très menaçant parce que il sait quand même ce qu'il fait, hein. Il a du sang-froid, hein, Darmanin. C'est ça qui le rend terrifiant, hein. Et en fait, le côté stratégie, c'est qu'actuellement, en termes de communication, on est en train d'antagoniser à nouveau cette sensation du terrorisme d'extrême gauche. On est en train de re-rentrer dans ce truc. Et ça a été tenté plusieurs fois, mais là, c'est particulièrement parce que Darmanin est là et peut le faire. C'est un projet d'antagonisation. Et là, le but, c'est de passer progressivement les éléments de langage pour que dans la société, l'antagonisme d'extrême droite puisse servir. Et ce que je disais vis-à-vis des années de plomb, c'est que la stratégie a été la même. Il y a à l'époque, bon, alors c'est complexe, Italie, il y avait Gladio, du coup, il y avait l'extrême droite, il y avait les États-Unis, c'était un pays perdant de la guerre, donc les États-Unis avaient des bases militaires, en plus c'était proche du bloc communiste, donc l'Italie c'était très intéressant, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé en Italie? C'est qu'il y a eu plein d'attentats, parfois même des attentats qui ont été soutenus par le gouvernement ou par des membres autour du gouvernement, pour mettre en scène des attentats qui, ensuite, médiatiquement, vont être relativisés comme « Oh là là, au final, on ne sait pas trop si c'est l'extrême droite ou l'extrême gauche ou l'extrême droite. » Alors qu'on a vu, il y a eu des moments où, par exemple, il y a eu une explosion et sur scène, il y avait des éléments d'enquête, quoi. Il y avait le dispositif explosif, par exemple, il y avait des pièces à conviction sur la scène de crime d'un attentat, alors je ne sais plus lequel. Et les pompiers qui ont été envoyés pour nettoyer la scène de crime ont nettoyé les pièces à conviction. Ça veut dire que un petit coup de fil, une petite instruction donnée par un supérieur qui a discuté avec une telle personne, on ne sait pas qui a dit à ces hommes, vous allez nettoyer aussi les pièces à conviction. C'est tout ce truc-là qui fait qu'en fait, on n'essaye pas de dire c'est l'extrême gauche, mais on essaye de dire on ne sait pas. Et quand même, dans ce pays, l'extrême gauche est un danger, le communisme, voilà, tout ça. Donc en fait, on pousse le narratif à ce que dans la population, les gens se mettent à interpréter que ça peut être plus l'extrême gauche que l'extrême droite qui fait ce genre d'attentat. Alors que les preuves qu'on a, même si, voilà, c'est dur d'avoir des preuves. À l'époque, Pasolini s'est fait sûrement buter pour ça. Hein. Mais, comment dire, c'est obscur la mort de Pasolini, mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah putain, je me perds dans le tunnel, là. Voilà, en fait, la stratégie, c'est pas non plus, c'est pas clair, tu vois, c'est pas en mode l'ennemi tout désigné, c'est l'extrême gauche. Là, c'est avec Darmanin, c'est d'autant, il y a un côté plus radical. L'ennemi, c'était le communisme, mais l'extrême gauche et ses attentats, en fait, on savait pas en fait. Mais après, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Italie. Peut-être que Vuman en va en parler, hein, j'en sais pas. Il divise généralement son œuvre en 3 périodes. C'est réducteur, mais tant pis. La première période, qui démarre avec ses courts-métrages Le Clochard et Le Petit... C'est des mecs de l'extrême droite qui ont armé le terroriste de l'hypercachère. Oui. Après, c'est tout à fait possible que ça soit juste parce que le mec est un vendeur d'armes et il savait pas forcément que le mec allait faire un attentat à l'hypercachère. Peut-être, hein.
Tu vois, là c'est pas clair. Je le sais parce que Herman, c'est quelqu'un du coin de ma ville, Lille. Il y avait déjà eu des affaires dont je me suis beaucoup intéressé à l'affaire parce que, en fait, on sait pas. Peut-être que c'était juste, voilà, c'est dans ces groupuscules de l'extrême droite, ça vend des armes. Peut-être que le mec avait juste le contact pour acheter des armes et que. On sait pas. Après, j'ai pas envie de défendre l'extrême droite, mais on peut pas pousser la tech complotiste jusque-là avec ça. Chaos en 1966. Ouais, mais t'as raison de douter, hein, t'as raison de rester sceptique. C'est juste que je suis aussi sceptique de ton avis. Je suis sceptique dans les deux sens. En 1969, le long métrage L'amour est plus froid que la mort est marqué par l'influence du théâtre d'avant-garde et de la nouvelle vague. À cette époque, Fassbinder intègre une troupe de théâtre, l'Action Theater, dont il reprend assez vite la direction sous le nom d'Anti-Théâtre. En 1968, il met en scène une réinvention du bureau d'Alfred Jarry, Orgie Ubu, avec une fête de famille qui dégénère en partouze, mais une partouze très coincée et très étrange. C'était un peu dégoûtant, dira Fassbinder, parce que le sujet était dégoûtant, mais c'était aussi très drôle, parce que le sujet était drôle. Super. J'aime bien sa défense. Les membres de l'Anti-Théâtre vont devenir les acteurs d'une grande partie de ses films, et certains sont en outre des membres de son équipe technique et de son staff de production. Cette période est courte mais abondante. 14 films, dont 10 ont été tournés en une seule année. Plusieurs films rejouent le côté faux film noir des premiers Godard. Ils sont remplis de citations littéraires et de dédicaces. Son premier film, L'amour est plus froid que la mort, est dédié à plusieurs cinéastes, dont Claude Chabrol. Chabrol est une des grandes admirations du jeune Fassbinder, qui dévore littéralement tous ses films, mais qu'il critiquera ensuite très sévèrement. Bon, alors là, c'est le côté Terminalis Cinéma que je connais pas non plus. Il critiquera également bon nombre de ses premiers films. C'est qu'entre-temps, il a changé. La raison de son changement, c'est la découverte du cinéma de Douglas Sirk, qui lui fera prendre conscience de la puissance politique du mélodrame. L'influence de Sirk, sans être exclusive, traverse toute sa deuxième période, de 1972 à 1976, depuis Le Marchand des 4 saisons jusqu'à Je veux seulement que vous m'aimiez. C'est à l'aune du cinéma de Sirk. C'est fascinant quand même. Hein. Là, en fait, il faut vous rendre compte que quand j'ai cherché à trouver le film n'était quasiment pas disponible, à part sur 2 sites où il était en VOD. Savoir que pour mater le film avant de préparer la vidéo, j'ai dû payer. Il n'y avait même pas de torrent. J'ai fait 3 ou 4 sites de torrent pour essayer de trouver ce film. Je ne le trouvais pas. Et derrière, t'as Vieuxman qui arrive et qui est capable de te faire un discours sur les différentes périodes de sa vie et ses influences. C'est hyper niche. Hein. C'est vraiment son domaine. Hein. La culture pop, le cinéma, mais d'autres choses aussi. Mais c'est là que c'est pour réaliser sa force, quoi. Il est capable de te parler d'un cinéaste dont la plupart des œuvres sont même pas disponibles en VOD. Et de te dire à quel point il est important pour parler de terrorisme aujourd'hui. Enfin bref. Il pourra dire que ce qui manque au cinéma de Chabrol, c'est qu'il n'essaye pas de comprendre les félicitations, c'est chiant, faut avoir un king sur ce film pour rester sur ce genre de contenu. Non, en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'analyse et comment il l'adapte à potentiellement pouvoir parler d'un truc plus actuel. C'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai pas un king sur le film. C'est juste que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le film est un véhicule pour aller quelque part, tu vois, c'est ça. Pour ça, moi, j'ai du respect pour Vieuxman. Je vois que à la fois, il allie l'exercice de pouvoir parler de ce qui le passionne et en même temps, il sait très bien qu'il a pour objectif de se servir de ça pour parler d'actualité un peu, tu vois. Motivation des hommes. Pour essayer de gratter l'actualité. Aucune question sur les vrais besoins et les vrais sentiments, écrira Fassbinder dans un ouvrage collectif consacré à Chabrol en 1975. Aucune référence au fait que les besoins que l'on considère comme siens ne sont pourtant que ceux que l'on doit considérer comme tels. Il ne fait pas de recherche, sinon il pourrait et devrait trouver des raisons à la brutalité des êtres et les faire connaître. Rainer Werner Fassbinder est obsédé par la façon dont les hommes sont façonnés par la société et poussés à se faire mutuellement du mal, même ceux qui croient travailler pour le bien commun ou l'intérêt général. Bah voilà, l'état mental d'un Allemand, d'un jeune Allemand qui a connu ses parents et ses grands-parents qui ont vécu le Reich. Hein. C'est Deux lignes générationnel. Hein. Doivent être suivies pour traverser le labyrinthe de malheur de ces films. Ce sont les serpenteaux de l'or et du plaisir, comme dirait Balzac. 2 forces dirigent les hommes, les rapports de classe et les pulsions sexuelles. Ne pas les prendre en compte dans la totalité de leurs actes, en particulier la façon dont fonctionnent les mécanismes de pseudo-émancipation qui finissent par renforcer l'oppression, c'est se condamner à ne pas comprendre les hommes. Et ne pas comprendre les hommes, pour Fassbinder, c'est ne pas les aimer. Cette puissance politique du mélodrame bien, ça. Sera très bien comprise par l'un des 2 plus grands continuateurs contemporains de Fassbinder, Lars von Trier. Parmi les 15 films de la période marquée par Douglas Sirk et réalisés entre 1972 et 1976, certains font partie des plus beaux de Fassbinder, comme Le droit du plus fort et Maman Custer s'en va au ciel. Dans ceux-ci, Fassbinder est impitoyable vis-à-vis de ce qu'il juge inacceptable dans son propre milieu. Publiquement bisexuel,
il parle dans Le droit du plus fort de la violence des rapports Bisexuel ou homosexuel du coup? Et bisexuel, hein. de classe entre homosexuels. Was ich zahle. Er will wissen, was ich zahle. Ich zahle alles. Ich zahle immer alles. Voilà, les queers, ça vous donne une bonne raison d'aller vous intéresser à un mec comme ça. C'est peut-être ça fait partie des premiers cinémas un peu queer aussi. Ich muss immer alles zahlen. Immer. Notoirement marqué à gauche, son film Maman Custer s'en va au ciel montre la veuve d'un ouvrier qui s'est suicidé après avoir tué son patron, tout d'abord instrumentalisé par un couple de grands bourgeois communistes, puis abandonné par eux et s'associant par désespoir à un groupe terroriste. Dans ces films, Fassbinder ne s'épargne pas non plus en tant que cinéaste. Le film Prenez garde à la sainte putain réinvente l'histoire d'un de ses tournages. Dans celui-ci, Jeff, un réalisateur bisexuel révolutionnaire Destroy, dans lequel on peut voir sans trop de mal un autoportrait parodique de Fassbinder, déclare solennellement à son équipe « Le plus dégueulasse, c'est de s'apercevoir à quel point on est resté bourgeois. » Anna, une comédienne jouée par Anna Shigula, lui répond « Tu découvres ça maintenant ? Ah bah... Tu devrais regarder tes films. » Une troisième C'est clair. et dernière période commence avec Roulette chinoise en 1976. Et ça, c'est presque un truc que j'aurais envie de dire à Vieuxman, non? C'est que... voilà, je le sens aussi chez lui, quoi. C'est tout. Parce que, par exemple, Vieuxman, il te parle beaucoup de culture populaire et tout ça. Oui, il a des références, en l'occurrence, mais quand on voit ce genre de vidéo, il y a quand même un habitus. C'est tout. Mais après, ça va... On l'aime bien, hein, ça va. D'après Fassbinder, Pas obligé de voir, ah, c'est bon, hein, parce que c'est ça, vous êtes chiant là. Non, c'est bon, j'ai envie de vous engueuler maintenant. Je vais vous engueuler, vous avez rien dit, mais je vais vous engueuler. C'est bon, hein, les gens ils sont en mode oui, Naruto, One Piece et tout ça. Putain, on s'intéresse à un vieux cinéaste, c'est quand même bien. Enfin, c'est une histoire quoi. Combien même ce mec était un petit bourge de son époque, allemand, matrixé par le Reich. C'est toute une histoire, ça raconte des choses. Ça situe le contexte, le propos. C'est bien. Calme-toi, Krone, oui. Tu m'as convaincu. son premier film où la narration n'est plus basée sur les acteurs. Cette période est marquée par une mise en scène très sophistiquée et pleine d'artifices, des couleurs éclatantes, des miroirs partout, des travelling incessants et des mouvements de caméra souvent contraires au déplacement des acteurs, ainsi qu'une bande son riche avec des superpositions de musique et de voix. Faut pas systématiquement assimiler l'intellectuel au bourgeois. Oui, mais il y a beaucoup de bourgeois qui s'assimilent à l'intellectuel, par contre. C'est une sorte de réinvention punk de la grande multiplicité stylistique, de la maximalisation esthétique à l'œuvre chez Orson Welles ou Federico Fellini. Les films deviennent également plus énigmatiques, remplis d'ambiguïté. La dimension politique, toujours présente, se fait plus indirecte, puisque le sujet dominant devient l'absurdité insupportable de la condition humaine. On retrouvera une maximalisation esthétique, une dimension politique indirecte analogue chez l'autre plus grand cinéaste contemporain ayant repris la flèche lancée par Fassbinder, Bertrand Mandico, en particulier dans son dernier film, Conan, où Elina Lovenson joue Rainer, un Cerbère dont la personnalité est inspirée par... L'affiche, elle me reste dans... Bon, elle est devant moi, mais elle me marque un peu. Par celle du cinéaste allemand. La dernière période du cinéma de Fassbinder ne contient presque que des chefs-d'œuvre, en particulier L'année des 13 lunes, D'Esper et la série Fleuve. Beaucoup de travestis, on dirait. Berlin En Alexander. même temps, c'est queer. Platz. Dans ces films, ce qui les empêche d'être libres n'est non seulement pas compris par les personnages, mais même plus ressenti par eux. Ils sont allés beaucoup trop loin dans... Bon, par contre, la... Désolé, là, mais... Putain, la clarinette, elle m'emmerde, là. C'est bien gentil, mais là, elle arrête pas, là. Pou, 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 pou. Ouais, c'est bon. dans leur propre aliénation. J'en peux plus, sortez-moi. Mais cela peut et doit être ressenti par le spectateur. Le fait que le film ait une fin fataliste, dit alors Fassbinder, fait naître dans l'esprit du public le besoin de rechercher une idée utopique. Donc plus un film est fataliste, plus il est plein d'espoir. Si un film a une fin terrible, une conclusion avec laquelle on ne peut pas vivre, il faut s'évertuer à en trouver une autre. Même s'il n'y a pas d'autre alternative, ça ne veut pas dire qu'il faut soutenir les structures existantes, parce qu'on ne peut pas créer du jour au lendemain une société anarchiste. C'est ça, mon idéal politique. Surtout en ce moment, où l'Occident confond anarchie et terrorisme, il n'y a aucun point commun entre les deux. C'est durant cette dernière période que Fassbinder réalise La Troisième Génération, sortie au cinéma en on y vient. mai 1979, moins de 3 ans avant la mort du cinéaste. L'histoire traverse Ah ouais, il est mort 3 ans après, ouais. le film, en particulier par les radios Il et est mort de quoi? Ça m'intéresse. les télévisions, qui diffusent des documentaires et des débats, dont un plateau télévisé où apparaissent Danny Cohn-Bendit et Rudi Dutschke, Oui, il y a Cohn-Bendit qui apparaît. C'était l'époque. un activiste qui avait été victime d'une tentative d'assassinat en 1968 par un manœuvre d'extrême droite. Mais aussi, lors d'un cours d'histoire donné par Hilde, l'évocation de la révolution de 1848 en France et ses conséquences en Allemagne.
la création de l'Assemblée nationale à Francfort, une assemblée qui fut notoirement inefficace, celle-ci étant majoritairement monarchiste. Les étudiants de la classe d'Île 2 expliquent alors pourquoi les révolutions ont échoué. La bourgeoisie préserve toujours ses intérêts de classe, quitte à mettre en péril la démocratie pour ça, ce qui autrefois a mené au Troisième Reich. Oui, c'est ça, le mec se plaint en disant ah bah, je laisse l'extrait. In Ihrer Meinung nach die typischen Werte des Bürgertums? Sicherung ihres Besitzstandes, Ruhe und Ordnung im Lande, Treue der Obrigkeit gegenüber, Zuverlässigkeit und Strebsamkeit. Aber ist es nicht so, dass diese Haltung des Bürgertums doch letztlich direkt zum Dritten Reich geführt hat? Das gehört nicht hierher. Die Entwicklung des Dritten Reiches ist nicht unser Ziel. Mais là, ce qui est intéressant, il l'a pas montré, mais avant, c'est parce que le gars était en mode oui, bah, les bourgeois, quand c'était calme, d'un coup, ils se sont mis à dire un peu baba cool, oui, la sexualité, c'est cool, machin. Enfin, c'est pas ce que je résume, hein, c'est pas ce que le mec dit. Il est en mode voilà, et dès que ça a commencé à chauffer sur effectivement les classes populaires qui sentent peuvent avoir un poids dans la balance, hop, ça passe en mode retour à des valeurs plus, bah voilà, ce qu'on est en train de vivre en ce moment peut-être un peu. C'est bien le sujet au contraire. Des valeurs plus dures, des valeurs plus sécuritaires, l'extrême droite, voilà, l'extrême droite, la roue de secours, quoi. Fassbinder a dit exactement la même chose en interview. Le national-socialisme n'était pas un triste hasard, mais la conséquence logique des valeurs de la bourgeoisie allemande. Ces valeurs sont restées les mêmes aujourd'hui. Et oui, un compromis au final. Comprendre la troisième... Un compromis entre le bloc communiste et l'allégeance aux États-Unis, aux injonctions de... Enfin, je veux dire, les États-Unis, c'était pas des rigolos après-guerre, hein. Je pense qu'il faut bien vous rendre compte, hein. Je veux dire, les États-Unis, quand ça commençait à avoir des communistes qui montaient au pouvoir, les États-Unis, ils disaient pas oh là là, putain, la démocratie, on devrait les laisser parler. Non, les États-Unis, ils envoyaient des messages en disant on va envoyer des hommes armés, vous dézinguez votre gouvernement si vous niquez pas les communistes. Les États-Unis, ils étaient prêts à faire des attentats eux aussi si dans un pays ils sentaient que ça devenait coco. Bien évidemment, hein, je veux dire, c'est bon, le napalm, la Vietnam, bon. Génération, il faut retourner légèrement en arrière, 2 ans avant. En 1977, Fassbinder participe à un film à sketch, L'Allemagne en automne, qui sortira en mars 1978. C'est sûr que le socialisme marche pas, mais il s'en assure. Oui, en fait, c'est ça. À la limite, on peut même croire que dans une méta, le socialisme peut fonctionner un petit peu sur sa side réformiste, hein, bien sûr, mais surtout que dans ce contexte-là, de concession au bloc américain et son projet capitaliste, en fait, c'était le socialisme, c'était une manière de paraître un peu plus de gauche. On peut écouter les revendications sociales et tout ça, tout en ne décevant pas le grand marché américain et ses grands projets pour l'Europe et pour d'autres pays du monde. Voilà, c'est ça, libéral SOSDEM. En fait, c'est la naissance de ce compromis. Ce compromis qui était à la base quelque chose qu'on peut même comprendre, en fait, parce que c'est vrai qu'il y avait un étau entre le communisme et le fait que le communisme commençait à grimper, et de l'autre côté, bah, le côté libéral de la croissance États-Unis et tout ça, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas des enjeux comme, je sais pas, la fin du monde, par exemple, à tout hasard, l'éco-anxiété, le fait que ça parte en couille, le fait que je sais pas, ça pouvait être vu d'une façon plus bienveillante. Donc les libéral SOSDEM, à l'époque, ils avaient l'impression de faire un bon compromis, de prendre le meilleur des deux, de se dire bon bah on va inviter quelques cocos, on va leur dire de se calmer, on va leur proposer de participer à la démocratie, et les Américains, on va leur dire vous inquiétez pas, vous pourrez faire du business chez nous, et puis voilà. C'est ça le compromis. Il fait un court-métrage d'1 demi-heure tourné en 2 jours et qui est totalement unique dans sa filmographie. C'était un compromis aussi de Mitterrand. Mitterrand beaucoup participé à ça aussi, hein. Son sketch est une sorte d'autofiction et il annonce quasiment l'atmosphère de la télé-réalité. Amen. On y voit dans leur propre rôle Fassbinder, son compagnon Armin et sa mère Liselotte dite Lilo dans un quotidien à peine réinventé. Le cinéaste se bat avec son compagnon et pleure dans ses bras. On le voit se saouler, vomir, appeler son dealer, sniffer des rails de cocaïne en travaillant sur un nouveau scénario. Ah ouais, le film, hein, je l'ai pas vu celui-là, mais... Puis, effrayé par des sirènes de police dans la rue, jeter la drogue qu'il vient d'acheter dans les toilettes. On le voit surtout parler de l'actualité avec son amoureux, avec sa mère et avec plusieurs autres personnes au téléphone. Il a de la gueule, hein, quand même, hein, physiquement. Le 5 septembre 1977, Hans-Martin Schleyer, président du patronat allemand et ancien haut dignitaire SS, responsable de la fourniture des travailleurs forcés pour le Reich. Ah, et puis en plus, oh l'Allemagne, ça a l'air d'être un leurre, hein, parce que ceux qui se sont reconvertis au capitalisme sauce américaine, qui ont été des bons clients
pour développer tout ça. Il y en avait plein, c'était des anciens du Reich. Hein. Alors, pas forcément les plus coupables, mais ils étaient bien installés. Hein. C'était des gens qui avaient des positions. C'est pour ça qu'on a compté sur eux pour faire la transition. Et, rappel, c'est qui déjà le sociologue là dans une vidéo d'Usul qui parlait du rapport entre nazisme et capitalisme managérial et tout ça? On y est, hein, on est là-dedans, on est dans ça. Hein. Est enlevé par le commando Siegfried Ost. Chapoutot. Ils ont jamais dénazifié. Si, ils ont dénazifié, mais enfin, il y a eu beaucoup de compromis aussi, enfin, comme dans beaucoup de guerres en fait. Un groupe de la deuxième génération de la historien. Ok, oui, bon, oui. Fraction Armée Rouge. Ces ravisseurs exigent en échange la libération d'Andreas Bader, de Gudrun Ensslin et de Jan Karl Rasp, 3 figures clés de la première génération. Andreas Bader avait fait partie du milieu qui tournait autour de la troupe de théâtre de Fassbinder en 1968. Ah ouais. Moins par intérêt artistique que pour trouver des complices parmi le public politisé des pièces, voire parmi les membres de la troupe. Putain, c'est beaucoup plus... Ah ouais. Et il en avait trouvé. Le décorateur du théâtre, Horst Sonlein, allait devenir... C'est-à-dire qu'il a fait un film sur les terroristes, les petits groupes de terroristes idéalistes qui se cassaient la gueule et qui étaient de la chair fraîche pour la manipulation du capitalisme, en ayant dans son équipe des gens qui étaient déjà dans cette side-là, à essayer de recruter parmi ses proches. Ok. Artificier pour Bader, et en compagnie de ce dernier, c'est précis. Le 1er avril 1968, ils incendient le théâtre de Fassbinder dont Sonlein avait construit la scène de ses propres mains, avant de partir avec un minibus chargé de bombes artisanales, faire exploser le grand magasin Schneider. Bader, Ensslin et Sonlein créeront la fraction Armée Rouge en 1969. Fassbinder a donc connu Bader, et si ce dernier n'est certainement pas son ami, il se sent directement concerné par les événements que traverse alors l'Allemagne. Un mois plus tard, le 13 octobre, un avion de la Lufthansa est détourné à Majorque par un commandant palestinien qui le fait atterrir à Mogadiscio, en Somalie. Le chef du commando, capitaine Mahmoud, exige également la libération d'Andreas Bader. Bonsoir. La situation créée par le détournement d'avions de la Lufthansa est ressentie avec une telle gravité à travers le monde que, je viens de l'apprendre à l'instant et pour la première fois, le pape Paul VI a offert sa vie pour le salut des otages du Boeing. Le court-métrage de Il a offert sa vie, mais comment ça se passe? Genre, il dit juste j'offre ma vie, ou alors, je sais pas, il s'enfonce un couteau dans le cœur et il saigne pour faire ressusciter les gens comme dans Warcraft. Fassbinder commence pendant la prise d'otage. On voit le cinéaste rentrer chez lui et demander à Armin des nouvelles du détournement d'avion. Armin lui dit qu'il ferait volontiers sauter lui-même l'avion, histoire d'avoir la paix. Il voudrait aussi qu'on abatte les membres de la fraction Armée Rouge qui sont actuellement en prison. Fassbinder est hors de lui. Il ne respecte pas le droit, commente Armin. L'État n'est pas forcé non plus. Fassbinder se jette sur lui pour lui casser la figure et menace de le chasser de chez lui. Puis on voit Fassbinder se réveiller et téléphoner à son ami Ingrid Caven pour lui parler de la mort de Bader. Oh, oui, bah il parle de la mort de Bader, ouais, c'est bien. Sauvant les passagers, au secours, mais abattant capitaine Mahmoud et 2 de ses complices. L'annonce de ce raid victorieux a entraîné par ricochet le meurtre de Schleyer, dont on retrouve le cadavre dans le coffre d'une voiture à Mulhouse, rue Charles Péguy. Putain, c'est compliqué, hein, le lord de... Ah ouais. Avec 3 balles dans la tête. Puis c'est le suicide, dans la même nuit, dans la prison de haute c'était violent, quoi. Sécurité de Stamheim, des 3 membres de la bande à Bader. Bader et Rasp auraient utilisé des pistolets, Ensslin est retrouvé pendu avec un câble. La prison de Stamheim avait la réputation d'être la prison la plus sûre au monde. Chaque cellule était soumise à une fouille rigoureuse plusieurs fois par jour. Tout cela est beaucoup trop pour Fassbinder, qui voit la montée d'un État autoritaire rendu acceptable par la présence du terrorisme. C'est ce qu'on comprend lorsqu'on le voit parler avec sa mère, tous les deux éméchés et énervés. Lilo exprime sa crainte de trop de discussions publiques sur le sujet. Elle aimerait que des intellectuels responsables s'expriment, parce que la masse ne comprend pas encore la démocratie. Mais Fassbinder lui reproche de ne pas encourager la discussion critique, seule garante pour lui d'une bonne santé démocratique. Lilo défend l'idée de la démocratie représentative. En fait, c'est ça. C'est comment la qualification de terrorisme permet de s'attaquer aux terroristes, ou en tout cas à ceux qui peuvent être suspectés d'être effectivement très violents, et surtout à ses marges. C'est ça, en fait, qui fait bader. Le terroriste, c'est une invention, c'est une qualification, c'est un mot. Enfin, je veux dire, on peut utiliser plein de mots pour dire, je sais pas, on aurait pu dire les trublions. Non, on a choisi le mot de terroriste. Il y a aussi c'est une pièce de théâtre, en fait. On choisit d'attribuer le rôle à quelqu'un. Quelqu'un qui, en l'occurrence, peut tout à fait prendre ce rôle. Ça peut être Daesh à un moment. Actuellement, ça peut être Sainte-Soline. Mais en fait, ce que ça permet, et c'est ça qui est dangereux,
que quand tu te mets à attaquer, je sais pas, quand Darmanin dit terrorisme intellectuel de la gauche pour les militants les plus radicaux de Sainte-Soline, derrière ça permet quoi? Ça permet de s'attaquer à tous ceux qui ont fait partie de ce collectif. Ça permet de s'attaquer potentiellement à leurs proches, de faire des fouilles, d'aller plus loin, de se servir de ce réseau-là pour potentiellement justifier des perquisitions chez des gens qui à la base n'ont pas grand-chose à voir dans ces actes, mais qui sont identifiés comme faisant... En fait, ça met en branle toute une machine qui permet de justifier, par l'exercice de cette proclamation du terroriste, le fait de venir se mêler de toutes les petites affaires des opposants politiques. Le fait de pouvoir les terroriser en retour dans leur quotidien. Que ça soit par les moyens policiers, la justice, enfin voilà, c'est comme ça. La communication est la première étape d'un déploiement de surveillance et de punition, quoi, en quelque sorte. Elle reconnaît qu'il y a des raisons de s'indigner, mais elle pense que ce n'est pas le bon moment. Fassbinder lui reproche d'avoir dit... Oui, la sœur d'Adama Traoré avait été perquisitionnée, voilà, par exemple. Que pour chaque victime de terroriste, elle voudrait voir un complice des terroristes exécuté publiquement. Nee, das ist nicht demokratisch. Das war auch nicht demokratisch, dieses Flugzeug zu entführen und zu sagen, jetzt entschließen wir nach und nach. Oui, à mon avis aussi, répond Fassbinder. Mais il n'y a pas de loi spéciale pour les assassins. Il ne doit pas y en avoir. La démocratie est le moindre mal, dit Lillo. Mais ce qu'elle préférerait, admet-elle en conclusion du film, Beste wäre so ein autoritärer Herrscher, der ganz gut ist und ganz lieb und ordentlich. Aïe, aïe, aïe. Le retour au fascisme. Voilà le contexte dans lequel Fassbinder écrit, réalise, cadre, coproduit et sort La Troisième Génération. Un dictateur éclairé, ouais, le philosophe roi, ouais. Voilà ce à quoi il veut répondre. Et il va y répondre par une comédie. La Troisième Génération présente le terrorisme comme un jeu de société. Le jeu qui revient le plus souvent dans le film est le pendule de Newton, qu'on retrouve chez tous les personnages. Et donc là, on est sur le film. Mais on voit des jeux tout le long du film, que ce soit le yo-yo d'Hilde ou le poster de Labyrinthe dans l'appartement de Petra. Leurs joue aux échecs. La cellule joue au Monopoly. L'opération menée par Auguste est même appelée Opération Monopoly. Le film est un jeu de société dans le sens où les terroristes passent leur temps à s'inventer de nouvelles identités et à se déguiser, mais aussi dans le sens où ils sont intégralement joués par le capitalisme. Oui, puis les terroristes, ils ont l'air vraiment de s'amuser. Hein. C'est des jeunes, ça baise entre eux, ça discute... Il y a presque un côté ludique, quoi. Je vous dis, c'est vraiment Friends. Comme si vous preniez les personnages de Friends et vous les mettiez, mais c'est une cellule terroriste on sait pas trop, des gauchistes, on sait même pas, en fait. Juste, ils veulent faire des attentats, changer le monde, quoi. Rudolf est obsédé par la discipline et veut partir en camp d'entraînement. Mais lors de la seule action concrète à laquelle il participe, le vol des papiers d'identité, il se pisse dessus de peur. Edgar est en colère contre son père Gerhard, mais il vit toujours chez lui, dans son espèce de vieille demeure bourgeoise. Wieder Menschen gejagt heute? Vielleicht mal wieder einen auf der Flucht erschossen? Edgar, nicht doch. Oui, voilà, lui, en gros, il est un peu radical, mais dès que son pote meurt, il se met à chialer. Lorsqu'il découvre que celui-ci dirige le raid qui a fusillé son complice Paul, il part pleurer comme un enfant dans le bureau de sa femme Suzanne, qui le reçoit en bâillant ostensiblement. Suzanne travaille pour Lurtz. En fait, il y a un côté comique sur l'idéalisme et la radicalité de ces gens-là, et le fait que ça soit juste des pions et des enfants paumés, quoi. Mais elle n'est absolument pas attentive au fait qu'ils disent devant elle que son industrie marche moins bien depuis la fin des attentats et que ça va changer. Et elle est toujours aussi absente quand son beau-père et amant, Gerhard, dit à Lurtz: Ein Traum. Da hat das Kapital den Terrorismus erfunden, den Staat zu zwingen, es besser zu schützen. Ist sehr komisch, nicht? C'est la scène la plus importante du film. Il donne des cours d'histoire, pourtant elle ne comprend pas la remarque de l'étudiant au sujet de la classe bourgeoise, dont l'obsession de conserver ses privilèges a entraîné la montée du Troisième Reich. Elle tient des propos féministes, mais une fois violée par Paul sous ses hurlements, elle se transforme en femme au foyer soumise. Oui, c'est très bizarre ça, c'est une agression sexuelle, puis après elle est ok avec ça. De tous les membres de la cellule, Petra est peut-être la plus déconnectée d'elle-même. Elle dit exactement sur le même ton « c'est génial » lorsque Hilde lui présente un chemisier pas cher, quand Auguste annonce qu'ils doivent aller braquer une banque, ou quand elle va aller seule poser une bombe. Ach so. Ihr meint... Aber natürlich. Das ist genial. Son engagement politique a beau s'achever de façon tragique, il est purement et simplement... C'est les enfants, quoi. Cosmétique.
ce qu'un critique de cinéma américain appellera le terrorisme chic. Je pensais qu'en tournant la troisième génération... comment, c'est quoi? Les Black Bourges? C'est un peu ça, hein. En fait, c'est un film sur des Black Bourges, quoi. Sauf que les Black Bourges, là, à l'époque, ils posent des bombes. Comme une farce, expliquera Fassbinder en interview, j'arriverai mieux à démontrer que ces terroristes sont au fond des personnages ridicules parce qu'ils n'ont pas le moindre mobile sérieux. Malgré toutes les graves implications de leurs actes, j'ai trouvé ces gens comiques, surtout si on considère que ce qu'ils font est visiblement contre-productif. Tous les personnages de la troisième génération sont dans des états contradictoires où leurs convictions et leurs pulsions entrent en conflit. Aucun n'arrive à poser un diagnostic juste sur son état. Et tous passent à côté des êtres vraiment purs qui les entourent. Le chômeur désespéré, l'anarchiste idéaliste et la jeune héroïnomane. Pour ces trois personnages, l'empathie de Fassbinder semble totale. Et le traitement mélancolique de Friends et d'Ilse... Oui, c'est les personnages les plus touchants. Les autres, c'est Friends, quoi. Plein de sympathie. La comédie. Bernard coexiste avec le ton de farce macabre du reste du film, créant ainsi une grande étrangeté émotionnelle pour le... Ils ont quand même des mobiles, il faudrait voir si le film passe à côté ou non. Mais non, justement. En fait, ce qui est intéressant, c'est, je rappelle, il y a un des personnages qui lit un bouquin anarchiste, et c'est le seul personnage qui se fait bully par le groupe. C'est-à-dire que le mec, il a un bouquin, il lit, et à un moment, ils lui prennent son bouquin, ils se le lancent entre eux, et ils comprennent pas ce qu'ils lisent. Ils sont en mode, haha, il lit un bouquin. En fait, ils ont une espèce de mépris, ne serait-ce que de s'intéresser un peu à des raisons. S'intéresser un peu à des raisons de leurs propres actes. En fait, dans le film, on ne sait pas pourquoi ils font ça. Juste, ils veulent poser des bombes. Voilà, c'est vraiment ça. Ils ont pas de... Mais par contre, ça fait écho, justement, au terrorisme de l'époque extrême gauche, machin. En l'occurrence, c'est pas vraiment l'extrême droite, là. C'est plutôt oui, voilà, comme je disais, les black bourgeois, un peu. Black bourgeois de notre époque. Spectateur. Une phrase de Bakounine qu'Auguste lit à haute voix dans le livre appartenant à Bernhardt contient une des clés du film. Les enfants de la bourgeoisie héritent des excès, des préjugés, de l'égoïsme de leur père. Même Gerhardt, le commissaire cynique... Non, pas la Macronie. ...a un problème avec son père. Les bandeurs, voilà, vous voulez un exemple? Voilà, je vais vous en donner. En gros, c'est comme les bandeurs de Poutou. Ils passent leur journée à tweeter des petits chats. Ah, Poutou, qu'est-ce qu'il est mignon. Ils font des AG, où ils apprennent comment déterrer des pavés, qu'ils le font 2-3 fois, qui finissent au comico, qui en sont fiers, qui finissent au comico une nouvelle fois. Leurs parents commencent à les engueuler, ils arrêtent, ils reprennent les études et tout va bien. Voilà, c'est ça, c'est le genre d'aventure, voilà. Il en parle à... Ce genre de personnage dans le film. Bernhardt, alors qu'il joue névrotiquement avec... Oui, des bandeurs, voilà. Un Mickey à ressort et avec un jeu de fléchettes, tout en mangeant une barre chocolatée. La perquisition de l'appartement de Rudolf par la police est encore plus dérisoire que la préparation des actions terroristes. Gerhardt et Bernhardt ont alors un dialogue totalement absurde sur la nécessité d'arrêter une casquette, un magnétophone, une affiche, un téléphone, de la brioche, une plante. Oui, c'est ça, bourgeois qui sont canailles. Enfin, l'ensemble se termine pendant Mardi Gras et l'enlèvement de PJ Lurtz se fait sur le rythme d'un numéro de clown, ce qui était déjà annoncé à travers le nom même de l'agent provocateur qui faisait le lien entre l'industriel et le groupe, Auguste. Auguste, après tout, est le nom d'un type de clown. Et en effet, oui, les relations entre le terrorisme et la police... Et du coup, qui est le clown blanc? ...peuvent être perçues comme un numéro de clown terrible, comme Palomar et Zygomar, les personnages de Delphine de Thon. PJ Lurtz est joué par Eddie Constantine. Ce n'est pas un choix anodin. Acteur connu pour avoir incarné le personnage du détective Lemmy Caution dans des films grand public, il a aussi repris ce rôle dans Alphaville de Jean-Luc Godard. En fait, je coupe, mais c'est là que le film est déprimant. C'est ça, quoi. Là où le film est déprimant, c'est ça. C'est qu'au final, ça nous montre le portrait de... Moi, je fais la comparaison avec les black bourgeois. Je veux dire, tous ces petits idéalistes qui passent leur temps à tweeter, essayent d'aller en manif, d'être un peu vénères, puis au final, ils se cassent la gueule. C'est juste de la chair fraîche pour que la Bravem leur tape dessus. Et puis, ils abandonnent. Et puis, en fait, ils peuvent abandonner parce que c'est des bourgeois. Ils ont un filet de secours. Ils n'ont pas ce seum qui fait que la lutte, mais aussi l'abandon de la lutte. Hein, aussi, des fois, le seum fait que tu joues pour ta pomme. Hein, c'est aussi un truc pour les prolos. Mais en tout cas, le seum aussi d'essayer de se déterrer pour s'en sortir. Le seum, il peut être politique comme il peut être de jouer avec les cartes du capitalisme. En tout cas, le seum est là à l'origine. Moi, je le sais, le seum, j'en ai, quoi. Donc, en fait, c'est ça. Ce sont pas des concernés par le seum. Moi, je le traduirais comme ça. Et en fait, ce film, là où il est très très dur, c'est qu'il montre à quel point ces gens-là, dans leur aspect presque bandeur de la révolution, sont juste de la chair fraîche pour un système capitaliste qui sait très bien s'adapter au fait que ces gens-là existent et qu'on peut très bien, voilà quoi, on peut soit les intégrer, soit les gracier, soit les tuer, enfin voilà, c'est... Et la question que ça pose, la question cynique, c'est mais qui va nous sauver, bordel, si
Si même les petits bandeurs Black Bourge servent à rien, oui. Fassbinder le fait revenir pour la 3e fois dans son cinéma. Après. Je peux comprendre leur exaltation quant au fait de passer à l'action, même dans le cadre d'une comédie cadenassée. Ah bah oui. Mais de toute façon, dans le film, on a de l'empathie pour ces personnages. Quand bien même ces friends, ils arrêtent pas de baiser entre eux, ils sont un peu bizarres. On a de l'empathie. Tu sens que c'est, même si tu sais même pas leur motivation, tu sens que c'est des idéalistes qui, quand ils passent à l'action, sont extasiés. Je comprends le truc. Moi, je le comprends. Prenez garde à la Sainte Putain, où il jouait son propre rôle, et une apparition dans Le Monde sur le fil, qui avait surtout valeur de symbole. Réalisé en 1973, Le Monde sur le fil est un film qui annonce la science-fiction gnosticisante des années 90 de Dark City. Ah, ça y est, on est au gnostique, ça y est, c'est pas très vite changé de sujet. City à Matrix. C'est une adaptation de Simulacron 3, un roman de Daniel F. Galouille, où le personnage principal, un informaticien qui développe un programme de monde virtuel, se rend progressivement compte qu'il évolue lui-même dans un monde virtuel aux apparences identiques aux nôtres. Le Monde sur le fil a été tourné partiellement à Paris, dans le 15e arrondissement et le quartier de la Défense. C'était aux yeux de Fassbinder les seuls lieux qui... Putain, le quartier de la Défense de l'époque, c'était autre chose. Donnaient alors une idée de l'Europe du futur. Une particularité du personnage de P.J. Lurtz, c'est son amour du cinéma. Sa secrétaire Suzanne regarde Le Diable probablement sur ses conseils. Il parle également de Solaris d'Andrei Tarkovsky et dit que c'est un des meilleurs films que j'ai vus. Enfin, il évoque le cinéma comme son utopie minimale et... Es ist nur, dass im Film Begriffe die Lüge tarnen und sie als Wahrheit erklären. Und das ist für mich die winzige und einzige Utopie. Pour ça, j'ai du mal à expliquer. Ça ne vous va pas, ces idées? Je vois pas qu'est-ce que tu peux mettre derrière le mot minimal, en l'occurrence. Gerhardt qui vient le visiter. En effet, ces idées ne vont pas avec sa fonction de PDG. Mais Lurtz est double. C'est à la fois l'incarnation du capitalisme à venir et l'expression mélancolique de l'utopie anarchiste de Fassbinder. Il a d'ailleurs à sa manière un rôle de metteur en scène, puisqu'il va secrètement orienter les autres personnages afin de se faire faire son film. Wer war es nochmal, Herr Lurtz? Mein Name ist P.J. Lurtz. Heute ist Dienstag der... Et donc voilà, pour rappeler un peu qui est ce personnage, il est aux commandes de tout. Il donne des informations à Auguste, là, celui avec sa tête d'allemand mental, il donne des informations aux terroristes. Pourquoi? Parce que ce mec-là vend des trucs internet, mais ça marche pas très bien. Et en fait, rentrer dans l'actualité comme étant un patron qui a été enlevé par des terroristes, bah, ça va faire vendre. Parce que bah, ça met son nom en haut de l'affiche, et puis derrière, lui, il va vendre des produits, quoi. Parce que tout le monde va savoir que ce type-là s'est fait arrêter. Donc les gens, ils auront... Voilà, c'est le capitalisme, c'est un truc de communication, de se servir de... Voilà. J'avais compris. De là à dire qu'à l'instar du cinéaste Destroy de Prenez garde à la Sainte Putain, le personnage de Lurtz est un autoportrait critique de Fassbinder, il n'y a qu'un pas. Et si P.J. Lurtz est un double inquiétant du réalisateur, la cellule terroriste est à sa manière une réinvention parodique de la troupe de Fassbinder, une réinvention de l'antithéâtre. Le film est une comédie, dira Fassbinder, parce que ces gens travaillent à proprement parler pour l'ordre établi, pour confirmer et pérenniser l'état des choses. J'espère naturellement qu'au-delà du rire, le film produira chez le spectateur une sorte d'effroi. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je parlais, l'effroi, il est là. Qui va nous sauver? C'est un sentiment d'impuissance terrible, en fait. Qu'en réalité, ça n'est pas comique. C'est d'autant moins comique que plusieurs de ces personnages ont des instants de lucidité sur eux-mêmes et presque des visions du plan plus large qui apparaissent comme des pistes inexploitées dans leur tentative de sortir de leur labyrinthe de malheur. Suzanne, lorsqu'elle est lucide sur sa haine de soi qui la pousse à coucher avec son beau-père, dit quelque chose de pas du tout comique. J'avais pas capté que c'était son beau-père, c'est... Ich kann nicht aushassen. Verachte mich, das ist es. Du wirst immer besser. Verachten, das ist wirklich komisch. Ou encore Hilde, qui avoue à la mort de Paul qu'elle envie son sort. Plus de douleur, plus de grande peur, plus de désespoir pour la fin infinie. Ici, Hilde... Eh oui, c'est des douleurs. ...rejoint les personnages des films précédents de Fassbinder, dont le désespoir pousse à embrasser la folie ou la mort. Hermann dans Despair, qui y trouve la seule grandeur que la vie peut encore lui offrir, et surtout Elvira, l'héroïne transsexuelle bouleversante de l'année des 13 lunes, amoureuse d'un homme qui la rejette et qui ne voit d'autre issue au labyrinthe dans laquelle elle erre que le suicide. Dans l'année des 13 lunes, bah dis non. L'irréalité du monde semble totale. Super, hein. J'ai raison de doumer encore plus, moi. Fassbinder, dont l'obsession pour le récit du monde sur le fil s'est déployée dans le cinéma de sa troisième période au point de contaminer la totalité de sa représentation du monde, l'écrit dans le synopsis du film. Le monde dans lequel précisément Elvira se trouve n'est que la maquette d'un monde supérieur
où on teste des réactions au moyen d'êtres vivants apparemment véritables. Cette vision, à la fois cybernétique et mystique, est également présente dans la troisième génération. Ce qui explique sans doute à la fois le rôle de PDG d'informatique d'Eddie Constantine, son amour de Solaris et la saturation permanente de la bande-son. Comme si ce que le film avait à dire, c'est que ce monde était de toute façon en cours de déréalisation. Le monde comme illusion, dont parle à la fois gnostique et bouddhiste, est en train de se dévoiler concrètement, de façon apocalyptique, avec l'apparition de l'informatique. Oui, c'est ça. Bon, après, là, l'angle informatique, mais moi, je vais le défendre dans le sens où ce qu'on parle ici vis-à-vis de l'illusion, c'est que toute l'illusion du film, c'est que les terroristes ont l'impression de faire quelque chose qui a du sens, alors que ça n'a aucun sens, puisqu'on sait que c'est manipulé. Et c'est reparti. Bah, si t'es pas content, tu quittes le stream, frérot. J'essaye de faire du contenu, je commente, tranquille. Hein. C'est dur comme vidéo, mais je travaille pour essayer d'avoir des choses à dire pour cette vidéo, d'avoir l'esprit clair, oui. Il empile des trucs quand même. Ah bah, il y a un côté très érudit, très tartinage de culture, c'est sûr, mais il y a quand même, enfin, je veux dire, il y a la moitié des références que j'ai pas, hein, largement, hein, même. C'est lourd la vidéo, bien sûr. Alors, c'est lourd, dans quel sens? Elle est lourde la vidéo? Non mais vous... Oh là là. Oh, ça me rend triste. Oh, vas-y. C'est dur, hein. Mais est-ce que c'est lourd la vidéo? Dans quel sens? Lourd, c'est cool. Ouais. Ok. Bon, j'avais eu peur. Non, mais c'est vrai, ça peut être lourd dans les deux sens. Hein. Ça peut être lourd si t'es un bandeur d'essayer de comprendre des trucs un peu deep comme ça, d'essayer de comprendre les liens que ça fait et tout ça. Mais là où je peux trouver ça lourd, c'est qu'effectivement, il y a ce côté tartinage de référence. C'est un truc niche. Hein. Et ça peut être lourd dans les deux sens, hein. J'en ai conscience, hein. Même en voyant la vidéo, des fois j'ai un peu peur, je suis en mode « Ah, les gens sont perdus ». C'est pour ça que j'essaye de taffer pour justement essayer de faire des allégories, de vous expliquer. Le vieux man, du coup, le fait peut-être pas tant que ça, tu vois, d'essayer de contextualiser, de peut-être que ce que ça peut vouloir dire aujourd'hui, en fait, ce genre d'œuvre de narratif. Pour moi, tu contextualises bien. Ouais, je trouve, je m'en sors. Le cinéma de Fassbinder parle déjà du métaverse. De niche, normalement, c'est précis. Bah oui, mais pour rappel, Fassbinder, c'est un type, tu trouves quasiment pas... je veux dire, à moins de creuser dans des vieilles machins, tu trouves quasiment plus ces films, quoi. Enfin, si, tu peux les trouver. Et je rappelle, celui que j'ai cherché, il n'y avait aucun torrent, j'ai dû le louer. Il n'y avait que 2 sites qui le proposaient. Il y avait Canal Plus et autre chose, je sais plus. Les terroristes de la troisième génération sont déjà des influenceurs. Fait étrange, la troisième génération connaîtra une sorte de spin-off 2 ans. Il montre comment Fassbinder était visionnaire sur plein de sujets. C'est même pas une question d'être visionnaire. C'est que, en fait, je pense qu'on a oublié à quel point c'était clair pour certains milieux intellectuels de gauche et tout ça, comme situation, à cette époque. Ah oui, l'arrêt sur image. Ah, je le laisse comme ça. Vieux man bourré, oh oui. Non, mais à l'époque, c'était beaucoup plus clair. Parce que je rappelle, l'Italie, machin, c'était beaucoup plus clair ce genre de choses. C'était beaucoup plus... Bon, après, on a mis, je dis ça, mais on a mis un certain temps pour avoir accès à des archives, pour que des enquêtes soient bouclées, pour qu'on se rende compte du tiers de manipulation qu'il y a eu dans ce genre d'affaires, dans ce genre d'affaires, de la part du gouvernement, de grands patrons, dans le fait d'instrumentaliser le terrorisme, de faire des alliances avec l'extrême droite. Aujourd'hui, on a un retour de ça. Mais ce n'est pas être visionnaire que de trouver quelque chose qui ressemble à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est parce que précisément, ce qu'ils vivaient à l'époque était très semblable. Il n'y avait pas besoin d'être visionnaire. Il suffisait de vivre avec son temps pour le remarquer, tu vois. Plus tard, c'est le Pont du Nord. Je veux dire, je rappelle, Pasolini s'est fait probablement, enfin même très sûrement, buter, parce que ce mec-là, en gros, Pasolini, je sais pas s'il y a l'extrait. Où en gros, en Italie, il y a tous les attentats qui ont lieu. Les gens dans l'opinion publique, les médias, tout ça, ils sont en mode est-ce l'extrême gauche, est-ce l'extrême droite, on ne sait pas. En même temps, c'est vrai que les enquêtes, elles sont bloquées, on ne sait pas. Enfin, je veux dire, on sent qu'il y a des preuves qui sont maquillées, que les preuves disparaissent pour faire avancer les enquêtes sur les attentats. Et on se rend plus tard compte que c'est une espèce de vieux lord, alors là, enfin une espèce de je sais pas, un aristocrate ou quoi, qui est membre des francs-maçons, dans lesquels il y a 3 membres 3 ministres, il y a plein de gens, voilà, en gros, la franc-maçonnerie a été un truc qui a aidé en retour
Ah ouais, c'est vraiment complot, hein, c'est complotière de fou. Hein. Mais il y a une cellule de franc-maçonnerie très proche du pouvoir qui a servi de passerelle pour pouvoir faire tout ce travail de empêcher les enquêtes d'aboutir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on savait très bien que politiquement, on voulait servir du terrorisme pour permettre de légitimer la démocratie, les États-Unis et le projet. Pourquoi ? Parce que, en fait, rappel, c'était un pays de vaincus. Les Italiens avaient le seum de fou contre les Américains. Les Américains ne pouvaient pas marcher dans les rues d'Italie sans se faire cracher dessus et sans se faire attaquer. Quand bien même ils avaient des fusils. La population les détestait. Et donc il faut fabriquer les esprits capables d'accepter désormais le capitalisme du modèle américain. Et pour ça, pour préparer les esprits, il y a eu tout ce travail de créer l'antagoniste d'extrême gauche. Voilà, c'est de ça dont on parle. C'est une préparation des esprits à certains actes, à certains modèles de système derrière. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. C'est juste que la Macronie et son système néolibéral essayent de sauver sa peau. Et encore, sauver sa peau, c'est un bien grand mot. Hein. Ils sont quand même très en place, très à l'aise. Pas si menacés que ça, mais en tout cas, dans cette démarche, allez, on va dire, de sauver leur peau, ils essayent de réantagoniser l'extrême gauche pour, par exemple, sur les questions écologiques, ne pas avoir à adresser forcément la dureté du constat éco-anxieux. Et voilà. Je veux dire, Sainte-Soline, à la base, c'est des bassines, c'est une question sur l'eau. Rendez-vous compte à quel point le gouvernement, ça lui a été pratique de ne jamais répondre aux questions de fond de ce qui s'est passé à Sainte-Soline, à savoir la question des bassines, de l'eau, et simplement de se contenter de désigner un ennemi, l'extrême gauche et le terrorisme intellectuel, et d'évacuer toutes les questions pour lesquelles les gens s'étaient mobilisés à la base. C'est ça qui se passe. Une stratégie de communication. Ça permet d'envahir l'espace de communication en parlant de quelque chose qui est à très très loin de ce pourquoi les gens se mobilisent à la base. C'est ça la stratégie du gouvernement. Et ça a été une stratégie qu'on a pu voir en Italie aussi, oui. Un film de Jacques Rivette sorti en 1981, où celui-ci fera revenir, à travers son actrice Bulogier, un spectre de la troisième génération, celui d'Hilde. Jacques Rivette le dira au micro de Claude Jean-Philippe dans l'émission Le cinéma des cinéastes. Bulle a eu l'envie de reprendre un personnage qui ne serait pas exactement celui qu'elle interprétait dans le film de Fassbinder, La troisième génération, mais comme un double de ce personnage, un sosie de ce personnage, un rêve de ce personnage qui aurait survécu et qui serait revenu en France. Marie est Hilde et elle ne l'est pas. Elle est un rêve d'Hilde. Mais les films de Fassbinder, mettant en scène la vie de ces personnages comme des maquettes d'un monde supérieur, où on teste des réactions au moyen d'êtres vivants apparemment véritables, on peut considérer que c'est le même personnage qui passe d'une maquette à une autre. Hilde passe d'un monde virtuel basé sur une maquette de Berlin à un monde virtuel basé sur une maquette de Paris. C'est d'ailleurs un Paris tellement peu réaliste que les monuments célèbres y apparaissent à des endroits incongrus et le 13e et le 9e arrondissement se mélangent sans aucun souci de cohérence. Toutes les rues sont hors de leur gond. Dans Le Pont du Nord, Marie revient d'un an de prison après le braquage du Crédit Lyonnais de Saint-Ouen. Elle rencontre Baptiste, une jeune femme androgyne, jouée par la propre fille de Bulle, Pascal Augier. C'est un nom mixte, Baptiste ? Ah putain, le Lyon, je m'en rappelle, c'est près des catacombes, ça. Moi, je vais pas souvent à Paris. Et j'ai fait les catacombes une fois, c'est pas loin de ça, non ? À nous deux, Babylone, dit Baptiste, qui entre à Paris comme dans une terre de combat apocalyptique. Toutes deux suivront un tracé qui est celui d'un jeu de loi, avec son tombeau, son labyrinthe, son auberge, sa prison d'Enfer Rochereau, son pont et son puits. Les relations qui unissent Fassbinder et Rivette sont mystérieuses. Dans un entretien donné à la revue Filmfaust et publié 1 mois avant sa mort, Fassbinder parle de Fellini et de Rivette comme de ces deux contemporains qui ne filment qu'avec leur génie. Dans son dernier film, Querelle, un personnage secondaire est d'ailleurs nommé Rivette, en hommage au cinéaste français, comme auparavant il avait nommé des personnages Walsh ou Curtis, ses réalisateurs américains favoris. Enfin, dans sa première interview américaine pour Film Comment, en novembre 1975, il avait parlé de son admiration pour Out 1 de Jacques Rivette. Out 1 est un film de 13 heures, évoquant un complot présent dans le Paris des années 70, complot basé sur le modèle de l'Histoire des 13 de Balzac. C'est un film dont Fassbinder n'avait pu voir que la version courte, seule distribuée en salle à l'époque, Out 1 Spectre. Out 1 est une méditation sur l'échec de mai 68, mais aussi une rêverie sur les groupes qui désirent changer la société
et se perdent dans les serpenteaux de leurs labyrinthes individuels. On pouvait également le voir comme une sorte de farce à force de faire des threads, ça en oublie pourquoi on les fait, quoi. Inquiétante sur ce qu'était devenu le groupe des Cahiers, la nouvelle vague. Si Le Pont du Nord est un spin-off de la troisième génération, on peut se demander si la troisième génération n'est pas, lui, un remake macabre d'Out 1, d'où la présence de Bulogier. Comme Out 1, la troisième génération est le film de Fassbinder sur l'échec de sa génération à produire une révolution. La troisième génération est sa manière de traiter, de façon carnavalesque et cruelle, en mordant violemment dedans, sa propre histoire politique. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est la phrase qui résume le mieux. C'est que c'est pourquoi c'est un film qui peut autant nous parler, c'est que c'est un film qui parle de l'échec de sa génération à produire un truc révolutionnaire. Le côté clown, en fait, le côté décevant clown, et puis c'est très cynique. Il faut, à un moment ou à un autre, que les films cessent d'être des films, disait Fassbinder, pour commencer à devenir vivants. De telle sorte qu'on se demande qu'est-ce que ça donne exactement dans mon cas, dans ma vie. Intéressant, parce que c'est exactement ce que j'ai fait tout le long de Surreact, quoi. Les mauvais films nous confortent dans nos croyances. Ceux de Fassbinder nous remettent en question, encore et encore. Ils ne nous laissent pas en paix. C'est un cinéma qui nous regarde. Nous croyons à beaucoup de choses qui nous empêchent de vivre, mais plus encore, nous croyons que nous y croyons. Nous avons été habitués à y croire. Et par habitude, par confort, nous restons accrochés à nos croyances. Il est impossible de regarder un film de Fassbinder, de ne pas se mettre spontanément à réfléchir. Sur nous-mêmes, sur les autres, sur tout ce qui nous conditionne. Tous les films de Fassbinder visent une chose, libérer le spectateur du film qu'il voit, et en le libérant du film, le libérer aussi de lui-même. Oui, bon, après, man, sans le contexte de sensibilité politique que j'ai, ce genre de film, tu le montres à quelqu'un, le mec passe à côté de tout le propos, hein, faut rentrer dedans quand même, faut être situé quand même pour comprendre ça. Ça ne peut pas nous laisser indifférents. Il faut avoir une certaine culture, je pense, pour ne pas être indifférent de ce genre de film. Libérer sa tête. C'est ça. Il est mort à 37 ans. Ah ouais. Ah, la fin du film. On regarde des films pour cesser de croire à des choses qui nous font souffrir et mourir. Les films nous regardent pour qu'on commence à vivre. Merci d'avoir vu cet épisode de la fin du film. Eh ben, il était bien, mais qu'est-ce qu'il était dur cet épisode, hein. Rendez-vous dans un mois pour le suivant. Dans le prochain épisode, on parlera de Ville à vendre de Jean-Pierre Mocky. Si vous pensez que certains films auraient leur place dans la fin du film, n'hésitez pas à les citer dans les commentaires. Toutes nos exégèses ne visent qu'à une chose, libérer le film, et en le libérant, nous libérer nous-mêmes. Si vous avez aimé ce jeu de société, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à Blast. Il faut, à un moment ou à un autre, que les exégèses cessent d'être des exégèses pour commencer à devenir vivantes. Ok. Mocky. Oh, je sais pas c'est qui Mocky, moi. Moi, je connais le Molki. C'est les gens, ils boivent des thés matcha et ils jouent au Molki. Ça, je connais ça. Par contre, le cinéma, je connais pas. Je préfère Internet ou la fin du film? Ah bah, Internet. En fait, j'en apprends beaucoup plus grâce à la fin du film. Ça pousse beaucoup plus. En fait, c'est beaucoup plus. Mais ça, c'est parce que je lui ai demandé, mais... la fin du film, c'est beaucoup plus un support pour lui, pour commencer à développer petit à petit plein de choses. Soit qui l'intéresse et qu'il a envie de développer, à savoir le carnaval. Toute la take qu'il a sur le carnaval, c'est un truc sur lequel il est en train de bosser. Mais c'est pas un truc sur lequel il a déjà produit. Par contre, quand il fait des références au gnostique, bon là, je trouvais ça dommage parce que ça mérite de faire une vidéo où ça y est, il rentre dans le truc du gnostique et il explique un peu tout ça. Parce que là, c'était juste 2-3 références. Je pensais que ça allait en parler, mais il a accepté une interview. Oui, il vient vendredi. Alors, rien n'est acté, on sait jamais. Hein. Peut-être qu'il va se désister, on sait jamais. Mais normalement, c'est ok. Et pour comprendre et endurer ça aussi, en fac de ciné, j'ai fait un mémoire sur des films politiques de 8, 10, 12 heures. Même si je kiffais, j'avais la flemme de fou, c'était dur. C'est quasi un cinéma de l'endurance.